Le quartier Mosikro dans la commune d'Atekoubé déclaré zone à risque, toujours habité par les populations, un danger permanent pour ces personnes. 2 milliards de francs CFA ont été dégagés par le gouvernement lors de la réunion du Conseil national de sécurité pour faire face aux préjudices causés par les pluies. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Des familles continuent à vivre au quartier Mosikro dans la commune d'Atekoubé. Leurs maisons, pour la plupart, sont accrochées au flanc des collines. Un gros risque pour ces familles en cette saison pluvieuse où de gros orages pourraient s'abattre encore sur les districts d'Abidjan. 6 personnes ont déjà perdu la vie dans ce quartier dans la nuit de lundi à mardi. Noussangari revient de Mosikro. Des maisons construites sur des flancs de collines, mais aussi dans des cuvettes. Nous sommes au quartier Mosikro, dans la commune d'Atekoubé. Ce quartier a enregistré 6 décès après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le district d'Abidjan dans la nuit du 18 au 19 juin. Les morts que la pluie a causées la dernière fois, là, nous-mêmes, ça nous a effrayés parce qu'on est exposés. Mais on va faire comment? Ça fait plus de 40 ans que je vis dans ce quartier. C'est mon mari qui a construit la maison, mais il est décédé. Si j'abandonne la maison, je vais aller où? Donc on se débrouille un peu ici pour dormir. Quand ils venaient ici, le quartier n'était pas assez grand. Donc quand il pleut, l'eau ça coulait, mais ça ne fait pas de dégâts. Bon, quand ils ont commencé à vendre, le terrain est manqué, donc ils ont commencé à vendre en haut. Les gens ont commencé à casser la colline. Quand ils ont commencé à casser la colline, donc c'est ça qui a fait qu'il y a une inondation qui arrive dans le quartier. En 2014, le même quartier avait enregistré 16 morts sur les 32 décès enregistrés dans le district d'Abidjan suite aux inondations. Depuis lors, ce quartier a été déclaré zone à risque du fait de sa situation géographique. Mais les populations continuent d'y vivre. Présentement, la vie d'Abidjan est devenue très chère. Pour avoir une maison aujourd'hui, il faut avoir au moins 300 000 francs sur toi. La caution avance, bon, c'est pas facile. Où vous habitez, tu es obligé de rester pour te débrouiller un peu. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Aujourd'hui où nous sommes là, chambre salon à 15 000, 20 000 francs. Des campagnes de sensibilisation sont multipliées par les autorités municipales, mais la situation perdure. En général ici, c'est le vendredi nuit, à lundi matin, et à construire la maison. Bon, c'est pendant le week-end où il n'y a pas d'administration en tant que tel, les gens bâtissent les maisons. Donc quand on vient le matin, on découvre des maisons qui se font, des fondations, des maisons qui sont déjà bâties. Nous avons mis en place une politique pour empêcher à ce qu'il y ait encore des décès. Donc depuis 2015 jusqu'à ce qu'il y ait des décès cette année, nous avons eu 0 décès. 2014, 2015, 2016, 2017, pendant 4 années, nous avons mené des actions de sensibilisation et de répression dans ces zones-là. Donc ça a eu un effet positif dans la population. Dommage que cette année, compte tenu de l'incidence déjà encore, il y a eu des décès dans notre commune. La mairie a donc procédé à la démolition des maisons dans le quartier de Mosikro depuis le jeudi 21 juin. Le message que je lance à nos frères, à nos parents de la commune d'Atekoubé, particulièrement dans ce quartier à haut risque, c'est de libérer. Entendre le message de l'État et de libérer ces zones-là où il n'est plus qu'il y ait, disons, de décès, de dégâts. Les récentes pluies diluviennes ont causé de nombreux dégâts matériels et fait 20 morts sur le territoire national, dont 18 dans le district d'Abidjan. La météo annonce de fortes pluies dans les jours à venir. Pour éviter le pire, les populations sont donc invitées à quitter les zones à risque. Et puis un Conseil national de sécurité s'est réuni aujourd'hui. Des décisions ont été prises lors de ce Conseil national de sécurité. Le chef de l'État a annoncé 2 milliards de francs CFA pour pallier la situation. Les familles endeuillées vont bénéficier d'une aide financière et un curage systématique de tous les caniveaux, surtout ceux situés dans les zones à risque, est prévu. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité s'est tenue ce jeudi relativement aux dégâts des pluies torrentielles survenues dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 juin dernier. Une enveloppe d'urgence de 2 milliards de francs CFA a été mise à disposition pour faire face aux préjudices causés par ces pluies. Chaque famille endeuillée recevra une enveloppe de 1 million de francs CFA, une assistance financière liée aux frais d'obsèques. Les familles sinistrées, elles, devront bénéficier d'une aide en vivres et en non-vivres. Sur le volet sécuritaire, le gouvernement prévoit un prépositionnement permanent de forces mixtes de défense et de sécurité dans les zones à risque. Pour intensifier l'aide aux populations, un renfort de 200 camions et 1650 militaires
Gendarmes et policiers sera déployé pour accélérer le nettoyage des rues et habitations touchées par le drame. Un curage systématique de tous les caniveaux, surtout ceux situés dans les zones à risque. Outre cet aspect, un processus de prévention est mis sur pied. Il commence par le relogement des sinistrés et la destruction des constructions anarchiques. Au plan sanitaire, des postes avancés de premiers secours seront installés dans les différentes zones sensibles. Mais pour être plus prudent, un système d'alerte via les médias audiovisuels ainsi que les téléphones portables permettra d'informer les populations des prévisions météorologiques. Cette nuit, il y a des possibilités de fortes pluies. La vigilance doit être de mise. Il pourrait y avoir des inondations et de nombreux dégâts. Le chef du service prévision de la Sodexam nous donne plus de détails là-dessus. À partir de cette nuit, pour Abidjan, on prévoit encore quelques cellules orageuses. Mais ces cellules orageuses n'auront pas la même ampleur que celles que nous avons eues il y a environ 2 jours. Nous avons encore quelques noyaux orageux qui vont bientôt intéresser la ville d'Abidjan et les autres villes aussi au niveau de l'intérieur du pays, telles que celles de Bondoukou et Bouna. Nous sommes toujours en saison des pluies. Et à chaque fois que vous avez une pluie, il peut survenir une inondation. Les sapeurs-pompiers, eux, sont prêts à parer à toute éventualité. Le commandant du GSPM mobilise donc ses hommes pour porter secours aux populations. La météo l'a annoncé, les pluies à venir seront plus rudes. Ce soir, on nous annonce de fortes pluies. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est vraiment professionnalisme et puis promptitude, vraiment promptitude. Vous savez, les gens sont paniqués, donc votre présence déjà rassure. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette mission. Les consignes sont ainsi données. Les équipes des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié sont donc en alerte pour d'éventuelles interventions. À l'état-major de l'Indénié, toutes les équipes sont mobilisées. Elles multiplient les exercices pour mener à bien leur mission. Voilà, démonter. Allez, démonter, puis on repart. EGP en place. On retourne ASNA, PMP. EGP en place, on retourne en mer. On va en mer pour des entraînements. Pour plus approfondir la compétence. Dans la nuit du lundi au mardi dernier, les sapeurs-pompiers militaires n'ont pas eu une seconde de répit. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan a mis à rude épreuve les différentes équipes des sapeurs-pompiers. Les premières alertes dans cette nuit tragique se sont fait sentir aux environs de 2h40 du matin. Et jusqu'à la fin de la journée, les appels de secours se sont multipliés dans diverses zones, à savoir toujours Faya, à la Palmeraie, à Bouribana, à Tekoubé et aussi dans la zone de Bonoumé. Nous avons mis en sécurité plus de 200 personnes. C'était des personnes qui étaient coincées dans leur maison, soit sur des toitures, ou bien dans les étages qui ne pouvaient pas sortir. Outre les nombreux dégâts matériels enregistrés, ces pluies diluviennes ont causé 20 morts. Pour éviter de nouveaux cas de décès, le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires donne des consignes aux populations. On peut être surpris par la montée des eaux et là il faut se mettre vraiment le plus haut possible et appeler au secours pour être mis en sécurité par des gens qui savent le faire sans mettre en danger la vie même des personnes à secourir et la vie des secouristes eux-mêmes. Et ensuite, lorsqu'on sent la montée des eaux venir et qu'on peut encore quitter les lieux, il est préférable de quitter les lieux. Si une voiture se retrouve dans les eaux, soit emportée ou bien submergée par les eaux, la façon la plus sûre de mourir, c'est de rester dans la voiture. Il faut sortir du véhicule, sortir par tous les moyens. Le colonel Sako rassure également que le GSPM dispose de tout le matériel nécessaire pour les interventions.
Place à le petit mondial pour faire le point des matchs de la journée avec Boris Odilon. Bonsoir Boris. Bonsoir Ami. Le Danemark et l'Australie ont coupé la poire en deux. La France a croisé le Pérou. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces matchs? Groupe C, deuxième journée. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Danemark et l'Australie se sont séparés sur le score de 1 but partout. Quand la France battait le Pérou par 1-0, but inscrit par le jeune attaquant français Kylian Mbappé, qui devient le plus jeune buteur français des tricolores au cours d'une Coupe du Monde. Dans le groupe D, actuellement, se joue le match entre l'Argentine et la Croatie. Le score à la mi-temps était de 0 but partout. Il faut aussi préciser qu'après 22 matchs disputés, nous connaissons déjà les 3 premiers qualifiés pour les huitièmes de finale. Il s'agit notamment dans le groupe A de la Russie et de l'Uruguay et dans le groupe C de la France. En cas de victoire face à l'Argentine dans le groupe D, la Croatie rejoindra les 3 premiers qualifiés. Le mondial est certainement terminé pour Andrew Nabout. L'attaquant australien souffre d'une blessure à l'épaule. Blessé à l'épaule, c'est une information phare de la journée. Blessé à l'épaule à la 75e minute lors de l'opposition face au Danemark, opposition au cours de laquelle les deux équipes ont coupé la poire en deux. Andrew Nabout n'est pas sûr de reprendre la compétition avec les Soqueiros. Dans un tweet posté en cours de journée, le sélectionneur de cette équipe australienne a dit que son joueur ne devrait pas reprendre la compétition. Ce qui est une très mauvaise nouvelle car le numéro 11 de cette équipe est l'un des meilleurs joueurs de la formation. Il y a aussi une très bonne nouvelle, mais ça c'est du côté des Brésiliens. Il y a l'attaquant, le milieu de terrain plutôt, Fred, qui vient de signer avec Manchester United un contrat de 5 ans. Le montant du transfert s'élève à 40 milliards de francs CFA. Voilà, 40 milliards de francs CFA. Et dans une vidéo qui a été postée sur Instagram, le club mancunien a bien voulu présenter sa nouvelle pépite aux supporters. Il faut rappeler que le Brésilien Fred et la sélection brésilienne joueront demain vendredi contre le Costa Rica. Boris, j'ai bien entendu, vous avez dit 40 milliards de francs CFA. 40 milliards de francs CFA. Ouh là là, on en aura besoin, nous, ici en Côte d'Ivoire. Ok, vous avez rencontré Fadel Keïta, l'ancien joueur de l'Africa Sport. Que vous a-t-il dit? Avec Fadel Keïta, nous avons parlé de l'innovation de cette Coupe du Monde. Il s'agit de l'assistance vidéo à l'arbitrage ou VAR, Video Assistant Referee, qui vient d'entrer cette année, qui a été intégrée dans le système d'arbitrage de la Coupe du Monde. Si la FIFA apprécie beaucoup ce système qui a permis de décanter certaines situations, normalement dans le match entre la France et l'Australie et aussi dans le match Iran-Espagne, cette innovation technologique n'est pas du goût de tout le monde. Fadel Keïta, dans cet élément, nous donne son avis sur l'assistance vidéo à l'arbitrage. Pour moi, personnellement, c'est plus le football. Voilà, c'est plus le football parce que le football, c'est tout ça qui fait le football. Voilà, l'arbitre des erreurs. Mais quand on veut jouer le football aujourd'hui sans avoir d'erreur, ce n'est plus le football. Même quand il y a l'arbitrage vidéo, on voit des choses que l'arbitre refuse de siffler alors qu'il y a faute. Hier, on a vu l'Iran contre l'Espagne. On était tous devant la télé. Ça, pour moi, c'était la triche. Il n'y a pas de faute, mais l'arbitrage vidéo a donné faveur aux Espagnols. Pour moi, c'est inutile d'avoir ce genre de trucs parce que dans le foot, il y a des petits coups qu'on doit se donner qui ne doivent pas être sifflés. Maintenant, si on doit mettre la vidéo, en ce moment, on va jouer comme les basketteurs. Chaque 2 minutes, on va regarder la vidéo pour revenir. En ce moment, ça ne sera plus 90 minutes, ça sera plus que ça, quoi. Voilà, c'était l'avis de Fadel Keïta. Ouais, il faut dire que la FIFA a intégré la VAR parce qu'en 1986, on se souvient de la main de Dieu de Diego Maradona qui avait permis à l'Argentine de battre l'Angleterre. Et plus récemment, en 2010, lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, le match entre l'Angleterre et l'Allemagne en quart de finale qui avait permis malheureusement à l'Allemagne de s'imposer face à l'Angleterre parce que le score était de 2-1 lorsque Frank Lampard a envoyé une frappe qui avait franchi la ligne de but. Malheureusement, l'arbitre ne l'a pas vu et en fin de partie, l'Angleterre s'est inclinée face à l'Allemagne et l'Angleterre est tombée. Voilà pourquoi la VAR a été l'innovation de cette année à la Coupe du Monde. Ok, le Mondial 2018 se poursuit donc. Quelles sont les équipes qui vont s'affronter demain? Le programme de demain, nous aurons 3 matchs. En premier, le Brésil qui va affronter le Costa Rica. Le deuxième match, Nigeria contre Islande. Il faut dire que les Super Eagles, en cas de défaite, vont quitter la compétition comme le Maroc et l'Égypte. Et le troisième match sera Serbie-Suisse. Il faut aussi rappeler aux téléspectateurs que dans la rencontre entre la Croatie et l'Argentine, la Croatie vient d'inscrire un but, donc 1-0
pour la Croatie. Et en cas de défaite, vraiment, ce sera une catastrophe en Argentine. Boris, vous venez de dire que si le Nigeria est battu, le Nigeria est éliminé. Mais qu'est-ce qui va se passer si le Nigeria bat l'Islande? Si le Nigeria bat l'Islande, le Nigeria aura une chance de qualification. Le dernier match va opposer le Nigeria à l'Argentine. Et l'Argentine, qui est déjà menée par 1-0, aura le dos au mur. Donc dans cette rencontre, malheur aux vaincus. On revient brièvement sur le match France-Pérou. France-Pérou, Kylian Mbappé, 19 ans, 6 mois, qui inscrit le but qui qualifie la France pour les huitièmes de finale. Voilà la célébration du buteur français, une célébration assez particulière avec ses coéquipiers, la joie d'être le plus jeune buteur de l'équipe de France au mondial et de qualifier cette équipe pour les huitièmes de finale. Merci Boris. En tout cas, moi, j'ai été très heureuse de t'avoir encore une fois sur ce plateau. Merci à vous. Oui, merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve demain.